Il était une fois un couple nommé Adora et Shuki. Mariés depuis des années, leur foyer, autrefois chaleureux et accueillant, s'était transformé en un véritable champ de bataille suite à la visite de la mère de Shuki. Des semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de la mère de Shuki, et Adora n'en était pas ravie. Tandis qu'Adora se levait tôt pour faire le ménage et préparer les enfants pour l'école, sa belle-mère dormait tard le matin. Elle se réveillait affamée et s'attendait à ce qu'Adora lui ait préparé le petit déjeuner avant de partir travailler. Au début, Adora essayait de l'ignorer. Elle se rappelait que maman était une femme âgée qui méritait d'être respectée. Mais au fil des jours, le ressentiment s'est intensifié comme une plaie non soignée. Chaque matin, alors qu'elle se dépêchait de préparer le petit déjeuner pour sa belle-mère tout en s'assurant que les enfants soient prêts pour l'école, elle remarquait son mari assis dans le salon, naviguant sur son téléphone, inconscient du fardeau qu'elle portait. Adora était furieuse de constater que personne ne voulait l'aider. Elle se mit à hurler de colère, accusant son mari d'être insensible pour avoir refusé d'engager une femme de ménage. Sans réfléchir à deux fois, Shuki l'accusa de paresse. « Seules les femmes paresseuses et inutiles engagent des femmes de ménage, dit-il. Pourquoi une jeune femme comme toi se plaindrait-elle du stress si tôt le matin? C'est si difficile de préparer le petit déjeuner et de préparer seulement 2 enfants pour l'école? Demanda-t-il. Adora resta plantée là, regardant Shuki s'éloigner d'elle, souriant à son téléphone comme si ses soucis n'étaient qu'un bruit de fond. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Adora, qui ne supportait plus cette négligence. Elle ressentit une vive douleur à la poitrine, non seulement due à l'épuisement, mais aussi à la constatation que son mari ne voyait plus ses difficultés ni ne ressentait sa douleur. Elle serra les poings, respirant par à-coups de colère, tandis que Shuki disparaissait dans la chambre, la laissant seule avec les exigences de sa belle-mère et sa propre frustration latente. Plus tard dans la nuit, allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, Adora comprit qu'elle devait faire un choix. Elle pouvait continuer ainsi, sans être appréciée, ignorée et submergée par les responsabilités, ou prendre position. Le lendemain matin, elle se réveilla plus tôt que d'habitude, mais au lieu de se précipiter à la cuisine, elle s'habilla, prépara un petit sac et quitta la maison. Quand Shuki se réveilla, Adora était introuvable. Au début, il crut qu'elle était partie travailler tôt, mais lorsque sa mère commença à se plaindre du petit déjeuner, il prit son téléphone pour l'appeler, mais réalisa que son numéro était désormais éteint. Leurs enfants dormaient encore, et Shuki ne savait pas quoi faire. Il les sortit du lit et les prépara pour l'école tout en essayant de préparer leur déjeuner. Juste à ce moment-là, sa mère sortit de sa chambre en bâillant et en réclamant son petit déjeuner. Shuki avait la tête qui battait fort, la voix de sa mère lui résonnant comme un marteau contre le crâne. « Où est mon petit déjeuner ?» demanda-t-elle en tendant les mains vers lui. Le cœur de Shuki s'emballa de colère. Il la regarda à peine tandis que les enfants lui demandaient leurs chaussures d'école. La cuisine était en désordre, sa chemise trempée de sueur et une odeur de banane plantain brûlée emplissaient l'air. Sa mère frappa dans ses mains et demanda « Où est ta femme ? A-t-elle fini par perdre la raison à dormir alors que tout est en désordre ?» Shuki révéla à sa mère qu'Adora était introuvable. Il prit à nouveau son téléphone et essaya de composer son numéro, mais il était toujours éteint. Les enfants tiraient sur son pantalon, lui rappelant qu'ils étaient en retard pour l'école. Sa mère soupira en s'asseyant sur le canapé. « Tu vois ce que je voulais dire ? C'est le problème des femmes modernes. Pas de patience, pas d'endurance. Elles quittaient la maison juste à cause d'un peu de stress. À mon époque, une femme ne se plaignait jamais, même épuisée jusqu'à l'os. » Shuki craqua. Il se retourna pour lui faire face. « Maman, s'il te plaît !» cria-t-il. « Ça suffit !» Sa mère resta bouche bée. Les enfants se figèrent. Le silence emplit toute la maison. Shuki n'avait jamais élevé la voix contre sa mère auparavant, mais quelque chose en lui s'était brisé. Il regarda autour de lui. C'était le chaos. La vaisselle de la veille était encore dans l'évier. Le déjeuner des enfants était incomplet et il avait l'impression d'étouffer. Sa mère n'arrangeait rien. Shuki emmena rapidement les enfants à l'école, et à son retour, il était épuisé. La maison était toujours en désordre, et sa mère était confortablement assise sur le canapé, s'éventant paresseusement. Elle n'avait fait aucun effort pour nettoyer ou aider. Au lieu de cela, elle soupira dramatiquement et murmura « Tu vois pourquoi je t'ai dit d'épouser une femme convenable ? Une femme qui connaît son devoir. » Shuki soupira en laissant tomber ses clés sur la table. « Maman, s'il te plaît, je n'ai pas la force pour ça, dit-il.
Sa mère a ri et lui a dit qu'elle avait la solution parfaite. Le lendemain soir, en rentrant du travail, Shuki rencontra une belle jeune femme assise près de sa mère, souriante. Elle était assise, les mains jointes sur les genoux, les yeux baissés en signe de soumission. Sa mère rayonnait de fierté. Elle s'appelle Ama, une vraie villageoise, respectueuse et travailleuse. Elle prendra soin de toi et des enfants, contrairement à cette femme ingrate qui avait abandonné son foyer. Shuki fixa l'étrange jeune fille, le cœur lourd de malaise. Il voulait retrouver sa femme, mais son orgueil l'empêchait de l'admettre. Adora avait quitté leur foyer sans prévenir. Peut-être sa mère avait-elle raison, après tout. Peut-être avait-il besoin de quelqu'un qui connaîtrait son devoir et l'accomplirait sans se plaindre. Il se convainquit qu'il prenait la bonne décision. Sans trop discuter, Ama emménagea chez lui. Elle était travailleuse et obéissante. Elle se levait tôt le matin pour nettoyer la maison et préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Elle lui faisait même couler un bain chaud et s'occupait de ses enfants, tous habillés tôt pour l'école. Shuki n'en revenait pas de la facilité avec laquelle sa vie était devenue. Il n'avait plus besoin de lever le petit doigt à la maison. Il mangeait même des produits frais tous les jours. « Maman, je ne savais pas que des femmes comme ça existaient, » dit-il à sa mère, qui sourit et secoua la tête. « Tu vois, mon fils, voilà à quoi ressemble une épouse digne de ce nom. Pas de cris, pas de plaintes, juste du respect et du travail. » Shuki ne pouvait contenir sa joie en regardant Ama ranger le salon, le sourire aux lèvres. Les semaines passèrent, sans qu'il ne fasse aucun effort pour retrouver sa femme. Les enfants réclamaient maintenant leur mère, et Shuki leur annonça que celle-ci les avait abandonnés. « Ama est maintenant ta nouvelle mère. Traite-la comme telle et cesse de t'inquiéter pour ta mère inutile, dit-il. Non. Shindy, le plus jeune enfant, pleurait. Maman ne nous a pas abandonnés. Elle nous aime. Sa sœur aînée croisa les bras et accusa son père et sa grand-mère d'avoir chassé leur mère. Le cœur de Shuki fit un bond. Sa mère ricana. Quelle bêtise racontent ces enfants. Votre mère, inutile, est partie toute seule. Elle en avait assez de s'occuper de vous deux, car elle vous considérait comme un fardeau. Ne me reprochez pas d'avoir une mère paresseuse, dit-elle avec colère. Ama, qui se tenait à proximité, força un sourire, mais les enfants ne lui rendirent pas leur sourire. Ils se retournèrent simplement et entrèrent dans leur chambre en claquant la porte derrière eux. Pour la première fois depuis des semaines, Shuki sentit quelque chose remuer en lui. La maison était si silencieuse. Même avec la présence d'Ama, il n'y avait ni chaleur ni rire. La maison qu'Adora avait construite était maintenant froide et vide. Cependant, Shuki essayait toujours de se convaincre que tout allait bien. Un soir, sa mère sortit de sa chambre avec une pile de vêtements et les jeta sur Ama, exigeant qu'elle les lave et les repasse immédiatement. Ama se figea, puis marcha calmement vers l'arrière de la maison, empila les vêtements par terre et alluma une allumette, regardant le feu engloutir les vêtements de maman. Maman hurla. « Tu es folle !» Ama la fusilla du regard. « Non, maman. Tu es folle !» rétorqua-t-elle. À ce moment précis, Shuki rentra du travail et se figea, sous le choc, devant le chaos qui régnait devant lui. Sa mère se tenait là, le visage rouge de rage, tandis qu'Atama restait provocateur, les yeux flamboyants. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Shuki, sa voix tranchant la tension. Maman se tourna vers lui, les mains tremblantes, pointant Ama du doigt. « Cette villageoise inutile a brûlé mes vêtements. Tu imagines l'insulte ?» Le regard de Shuki se posa sur le tas de tissus en feu avant de se tourner vers Atama. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il d'une voix empreinte d'incrédulité. Ama ricana, la colère débordant. « Pourquoi ta mère est-elle si paresseuse ? Ta grand-mère ne lui a rien appris ?» s'exclama-t-elle. Alors que maman marquait une pause, sous le choc, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre, elle resta bouche bée. On ne lui avait jamais parlé ainsi auparavant. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. Ama croisa les bras et fit un pas en avant. « Je t'ai traité de vieille paresseuse parce que tu ne sais pas lever le petit doigt. Tu passes tes journées à donner des ordres, à traiter tout le monde comme des esclaves. Quel genre de femme donne à une autre femme sa culotte sale à laver ? Tu n'as pas honte de toi ?» Elle dit cela à maman, qui n'en croyait pas ses oreilles. Les yeux de Shijiok s'écarquillèrent d'incrédulité. La maison, autrefois emplie d'une tension silencieuse, explosa soudain de chaos. « Ingrate villageoise !» hurla maman en la pointant d'un doigt tremblant. « Comment oses-tu me parler comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi ?
Ama rit amèrement. Tout ce que tu as fait pour moi? Tu m'as fait venir du village pour remplacer Adora, pensant que je serais ta marionnette. Mais j'en ai fini, maman. Je ne me laisserai berner par personne dans cette maison. Maman se tourna vers Chi, s'attendant à ce qu'il dise quelque chose. Tu vas rester planté là à regarder cette petite fille m'insulter? Demanda-t-elle à Shijiok, qui resta silencieuse. La situation se reproduisait. D'abord, c'était Adora qui avait souffert sous le joug de sa mère. Maintenant, c'était Ama, la villageoise dont sa mère avait juré qu'elle serait une meilleure épouse. Shijiok réalisa à cet instant que le problème n'avait jamais été Adora. Le problème, c'était sa mère et lui-même. Ama était toujours furieuse. Je refuse de gâcher ma vie ici à courir après une vieille paresseuse qui n'a aucune valeur pour les autres. Si tu veux une servante, vas-y et engage en une, dit-elle. Sur ces mots, elle entra en trombe dans la pièce et revint quelques minutes plus tard avec ses bagages. Je m'en vais, annonça-t-elle en fusillant Shijiok du regard, à qui elle ordonna de trouver une autre femme à détruire. Avant que Mama ne puisse dire un mot, Ama attrapa sa valise et sortit de la maison en claquant la porte derrière elle. Le silence qui suivit fut étouffant. Mama s'effondra sur le canapé, essoufflée. Chi, mon fils, tu dois la retrouver. Elle ne peut pas partir comme ça, dit-elle. Mais Chi ne bougea pas. Il resta figé, les yeux fixés sur la porte. Il avait perdu Adora, et maintenant la femme qu'il avait louée pour son travail acharné. Pour la première fois de sa vie, Chi admit que tout était de sa faute. Il se tourna vers sa mère et lui demanda de quitter la maison immédiatement. Tout ce dont tu as besoin, maman, je te l'enverrai. Mais s'il te plaît, reste loin de mon domicile conjugal, dit-il à sa mère, qui se redressa sous le choc. Qu'est-ce que tu viens de dire? Demanda-t-elle à Chi, qui l'informa qu'elle devait partir. Tu as ruiné ma maison, maman, et je ne te laisserai pas ruiner ma vie, dit Chi fermement. Maman halta. Je suis ta mère, Shijiok. Essaies-tu de me faire croire que tu vas choisir ton épouse ingrate plutôt que moi? Shijiok laissa échapper un rire amer. Maman, il ne s'agit pas de choisir. Il s'agit de réparer ma vie avant qu'il ne soit trop tard. Tu dois partir. Maintenant. Maman ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans le regard de Chi l'en empêcha. Pour la première fois, elle vit un homme qui n'était plus sous son contrôle. Un homme qui avait enfin pris conscience de ses erreurs et était prêt à assumer ses responsabilités. Sans un mot de plus, Chi se retourna et sortit de la maison. Il devait retrouver Adora, mais ne savait pas par où commencer. Chi était assis dans sa voiture, serrant fermement le volant. Il n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait Adora, mais il savait qu'il devait la retrouver. Il fit le tour de la maison, l'esprit s'emballant à l'idée de l'endroit où elle pouvait bien être. Il arriva chez ses parents, mais il semblait ignorer où leur fille était partie. Chi était tellement frustré. Il avait repoussé Adora, et maintenant elle était introuvable. Il passa des jours à la chercher, mais ses recherches s'avérèrent vaines. Chi décida donc de s'occuper seul de sa maison et de ses enfants. Il nettoyait, cuisinait et s'assurait que ses enfants soient bien pris en charge. Shijiok comprenait combien il était difficile de gérer la maison, les enfants et son travail. Il avait à peine le temps de se reposer, et chaque journée lui semblait un cycle interminable d'épuisement. Il se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, peinait à préparer les enfants pour l'école, se précipitait au travail et revenait à la maison pour faire le ménage, cuisiner et s'assurer que les enfants finissaient leurs devoirs. Le linge s'accumulait, la vaisselle semblait interminable, la maison avait toujours besoin d'être balayée et les enfants réclamaient constamment son attention. Pour la première fois, Chi comprenait vraiment les difficultés d'Adora. Il voyait tout ce qu'elle avait porté seule, tout ce qu'elle avait sacrifié tandis qu'il ignorait sa douleur. Ses enfants, Shindy et Ifuneya, lui adressaient à peine la parole. Leur mère leur manquait terriblement, et chaque soir, Ifuneya priait pour son retour sain et sauf. Les mois passèrent et l'épuisement s'accentua. La maison semblait plus vide sans la chaleur d'Adora, et Chi espérait un miracle. Alors qu'il était assis seul dans son salon, son téléphone sonna. La personne à l'autre bout du fil lui révéla quelque chose qu'il n'avait jamais vu venir. « Ici le docteur Wu de l'hôpital Saint-Marie », dit la femme. « Votre femme, Adora, est là. Elle vient d'accoucher. » Chi sentit son souffle se bloquer. « Quoi ?» murmura-t-il en serrant plus fort le téléphone. « Adora, ma femme. »« Oui, monsieur », confirma le médecin. « Elle a donné naissance à un petit garçon en bonne santé aujourd'hui.
Elle est ici depuis des mois en observation pour une grossesse à risque. L'esprit de Shijiok tournoya. Ses mains se mirent à trembler. Elle était enceinte, demanda-t-il. Oui, confirma le médecin. Elle s'est fait admettre à l'hôpital dès qu'elle a appris sa grossesse. Elle a dit qu'elle ne pouvait se permettre aucun stress. C'est pour ça qu'elle est partie. Chi avait l'impression d'avoir perdu l'air. Pendant tout ce temps, Adora n'était pas partie parce qu'elle voulait les abandonner. Elle était partie pour se protéger et protéger leur enfant à naître. Le regret le frappa comme un marteau. Sans un mot, il prit ses clés et se précipita à l'hôpital. À son arrivée, il franchit précipitamment les portes, le cœur battant la chamade. L'infirmière le conduisit à la chambre d'Adora, où il vit sa femme allongée sur le lit d'hôpital, le visage pâle mais paisible. Dans ses bras, elle tenait leur fils, enveloppé dans une couverture bleue. Des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'il s'approchait lentement. Adora leva les yeux vers lui, son regard indéchiffrable. « Chi » dit-elle doucement, tandis que Chi tombait à genoux et commençait à implorer son pardon. Adora le regarda en silence. « Tu n'écoutes jamais, Shijiok. J'étais fatiguée. Je me noyais, et je savais que si je restais, je ne survivrais pas à cette grossesse. » Des larmes coulèrent sur le visage de Chi. Il la rejoignit, la suppliant de rentrer. Adora lui posa une condition, engager une femme de ménage avant son retour et s'occuper seule de la maison et des enfants pendant un mois supplémentaire. Sans hésiter, Shijiok accepta. Un mois plus tard, Adora retrouva une maison impeccable, une femme de ménage et un mari qui avaient enfin compris le véritable sens du partenariat. Le mariage est un partenariat qui exige travail d'équipe, empathie et responsabilité partagée. L'orgueil, la négligence et les interférences extérieures peuvent détruire un foyer, tandis que l'écoute, le respect et le soutien mutuel le renforcent. Elle s'est installée dans mon foyer conjugal, l'a dominé et a ruiné mon mariage. Voici mon histoire. Dans un quartier paisible, vivait un jeune couple nommé Hara et Kwam. Ils s'étaient récemment mariés, et leur amour grandissait chaque jour un peu plus. Zara, une talentueuse chef cuisinière, préparait chaque matin de délicieux repas à la maison, qu'elle emmenait ensuite à son étal dans le marché animé, où des clients impatients attendaient ses délices culinaires. Kwam, quant à lui, était un homme d'affaires prospère, connu pour vendre de magnifiques tissus africains dans les villes voisines. Zara chérissait profondément Kwam. Il était tout pour elle, surtout après avoir perdu ses deux parents à l'âge de 17 ans, la laissant sans frère ni sœur. Kwam adorait Hara tout autant et la soutenait de toutes les manières possibles. Élevé uniquement par sa mère après la perte tragique de son père, Kwam avait toujours accordé une grande valeur à la famille et savait combien l'amour était précieux. Chaque soir, le couple s'asseyait ensemble devant leur maison, savourant les simples joies de la vie, jouant parfois même sous la pluie comme des enfants insouciants. Ils croyaient que leur amour durerait toujours, mais ils étaient loin de se douter que leur bonheur allait être brisé par une force inattendue. La mère de Kwam, Madame Adjoa, était une femme redoutable, dotée d'une volonté de fer et d'un besoin profond de contrôle. Elle avait élevé Kwam seule après la mort prématurée de son mari et croyait que personne ne pourrait jamais s'occuper de son fils mieux qu'elle. Dès le premier jour où elle rencontra Hara, Madame Adjoa nourrissait une intense aversion pour elle. Elle voyait Hara comme une intruse, une menace à son emprise sur la vie de Kwam. Un après-midi ensoleillé, Madame Adjoa fit ses valises et arriva chez Kwam et Zara sans prévenir. « Oh, maman, je ne savais pas que tu venais », l'accueillit Kwam, mélangeant surprise et joie. « Oh, je dois t'informer avant de venir chez mon fils », rétorqua Madame Adjoa avec une expression sévère. « Non, maman, si je l'avais su, je me serais bien préparée pour ta visite », dit Zara en essayant d'être polie. « Tu devrais toujours être prête. Écarte-toi et laisse-moi passer », gronda Madame Adjoa en bousculant Hara. Dès l'instant où Madame Adjoa mit les pieds dans leur vie, elle critiqua tout ce que Zara faisait, de la façon dont elle cuisinait et s'habillait à la manière dont elle décorait leur maison. Elle commença à répandre des mensonges sur Zara, retournant Kwam contre sa femme avec de mauvais conseils. « Il y a eu une prophétie dans mon église », confia un soir Madame Adjoa à Kwam. « Elle prévoit de te tuer. C'est pourquoi je suis ici, pour surveiller chacun de ses mouvements. Tu sais qu'elle ne me donne pas à manger quand tu n'es pas là ? Elle ne me respecte pas du tout. Elle me parle n'importe comment. Elle est très méchante. Est-ce que je te mentirais ? Je suis très sérieuse. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour la gérer, le rassura Madame Adjoa. Chaque matin, Madame Adjoa faisait irruption dans la chambre de Zara, sa voix dure et exigeante.
Paresseuse, réveille-toi. Mon fils est parti travailler. Et tu es encore là à dormir. Bonjour, maman, répondit Ara en essayant d'expliquer. Je ne vais pas au marché si tôt. Je commence à cuisiner à partir de 8 heures et j'apporte la nourriture au marché vers 11 heures. C'est à ce moment-là que la plupart des clients viennent pendant leur pause déjeuner ou après le travail. Je ne suis pas à l'aise avec ce business du soir que tu fais. En fait, habille-toi et viens dans ma chambre. J'ai quelque chose à te dire. Zara la suivit à contre-cœur dans la chambre, où Madame Adjoa déversa un torrent d'accusations. Tu es une épouse terrible. J'ai remarqué que tu ne donnes pas l'argent de ton business à ton mari. En tant que femme vertueuse, tu devrais remettre tout l'argent que tu as à ton mari ou à moi, ta belle-mère. Et ce business du soir, tu dois l'arrêter. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu fais. À courir après les hommes. Je sais tout. Dieu m'en garde, maman. Je ne tromperai jamais mon mari. Je vais seulement au marché, je vends ma nourriture, et je rentre à la maison. Je ne peux pas arrêter d'y aller. C'est là que j'ai beaucoup de clients, protesta Ara. Mais Madame Adjoa était implacable. Essaie donc, essaie. Malgré la pression constante, Zara continua son business comme d'habitude. Elle cuisinait, apportait la nourriture à son étal du marché, et rentrait chez elle le soir. Cette routine se poursuivit pendant quelques jours, jusqu'à ce que, le 3e jour, Madame Adjoa fasse quelque chose d'impensable. Elle versa un pot entier de ragoût sur la tête de Zara pendant qu'elle cuisinait. Zara resta là, sous le choc, les larmes coulant sur son visage, mais elle ne dit rien. Lorsque Kwam rentra ce soir-là, Zara lui raconta ce qui s'était passé, espérant qu'il la soutiendrait. Mais au lieu de cela, Kwam la gronda et prit le parti de sa mère. Le cœur brisé, Zara essaya de continuer son business, mais les tourments de Madame Adjoa ne firent qu'empirer. Elle détruisait les repas de Zara, jetait ses casseroles, et l'insultait à chaque occasion. Même quand Zara essayait de manger, Madame Adjoa faisait irruption dans la cuisine et lui lançait des insultes. Finalement, Madame Adjoa prit totalement possession de la cuisine, insistant pour qu'elle-même cuisine pour Kwam. « Pourquoi te stresses-tu, maman ?» demanda un jour Zara. « Laisse-moi cuisiner pour mon mari, ne te stresse pas. Tu penses pouvoir mieux cuisiner que moi ? Ces bêtises que tu lui donnes, il est mieux sans ça, » se moqua Madame Adjoa. Zara tenta de maintenir la paix, supportant tout en silence. Mais peu importe ce qu'elle faisait, ce n'était jamais suffisant pour Madame Adjoa. L'aînée continua de la rabaisser, la faisant se sentir inadéquate et indigne. Un jour, Zara atteignit son point de rupture. Ne pouvant plus supporter, elle répliqua à Madame Adjoa. Cela rendit furieuse la mère de Kwam, et lorsqu'il rentra à la maison, elle ne perdit pas de temps à déformer l'histoire. « Ta femme a essayé de me tuer », pleura Madame Adjoa. « Tout ça parce que je l'ai conseillé d'arrêter ses manières immorales et de changer son mauvais caractère. Elle m'a giflé. » Kwam était furieux. « Maman, tu es sérieuse ? Je vais m'occuper d'elle aujourd'hui. » Elle a dépassé les bornes. Il se précipita dans la maison et confronta Ara. Avant même qu'elle ne puisse s'expliquer, Kwam la gifla et la battit sans pitié. Dès ce jour, Kwam changea complètement. Il commença à passer plus de temps dans la ville voisine avec une nouvelle petite amie, laissant Ara seule pour subvenir à ses besoins. Quelques semaines plus tard, Ara découvrit qu'elle était enceinte. Elle était folle de joie, mais avant même qu'elle ne puisse en parler à Kwam, Madame Adjoa remarqua et en informa rapidement son fils. « Quand as-tu couché pour la dernière fois avec cette fille ?» demanda suspicieusement Madame Adjoa à Kwam. « Maman, est-ce que je suis censée discuter de ça avec toi ? Je me soucie de toi, c'est pourquoi je te pose la question. Elle est enceinte, et j'espère que c'est toi le responsable. Tu ne passes pas de temps ici. Alors comment est-elle tombée enceinte ? J'espère que c'est le tien. » Kwam haussa les épaules. « C'est moi, maman, c'est moi. Regarde-toi, toujours à toucher cette sorcière après que je t'ai averti qu'elle prévoit de te tuer. Tu es tellement têtu. » À partir de ce moment-là, Kwam cessa totalement de s'occuper de Zara. Lorsqu'elle ressentait des douleurs pendant la grossesse, il l'ignorait, l'abandonnant à elle-même. Le jour où Zara accoucha, elle fut transportée à l'hôpital en moto, seule. Kwam ne vint jamais la voir, laissant Ara se battre pour elle-même. La première fois qu'elle tint son bébé dans ses bras, des larmes de douleur, de déception et de désespoir inondèrent son visage. Kwam n'avait montré aucun intérêt pour leur enfant, refusant même de la soutenir financièrement. Tout ce qu'il faisait était de la blâmer constamment, la laissant se débrouiller seule. Un jour, Kwam fit l'impensable.
Il vola l'enfant de Zara pendant qu'elle dormait et l'emmena chez sa petite amie, une femme cruelle et manipulatrice nommée Ama. Zara se réveilla paniquée, cherchant désespérément son bébé. Quand elle réalisa ce qui s'était passé, son monde s'effondra. Elle chercha partout, interrogeant des voisins, mais en vain. Finalement, elle confronta Kwame, le suppliant de lui rendre leur enfant, mais il était intraitable. « Tu ne mérites pas d'être mère, » dit-il froidement. « Ama s'occupera de lui, et il sera bien mieux sans toi. » Ces mots déchirèrent Zara, la plongeant dans un profond désespoir. Elle essaya de rester forte, mais chaque jour était une bataille contre la douleur et le chagrin. Elle finit par se rendre dans une église, espérant trouver du réconfort dans la prière. C'est là qu'elle rencontra une femme nommée Nana YA, qui écouta son histoire et la soutint de toutes les manières possibles. Avec l'aide de Nana YA, Zara entama un long chemin de guérison, tentant de reconstruire sa vie pièce par pièce. Mais son cœur portait toujours le poids de la douleur et de la perte. Les choses prirent une tournure inattendue lorsque Kwame tomba gravement malade. Aucun médecin ne parvenait à diagnostiquer son mal, et il se retrouva cloué au lit, incapable de bouger. Pendant ce temps, Ama s'éloigna de lui, le laissant seul avec sa douleur. C'est à ce moment-là que Kwame réalisa à quel point il avait mal agi. Abandonné par tous ceux en qui il avait confiance, il se tourna vers Zara pour obtenir de l'aide. Zara, malgré toute la douleur qu'elle avait subie, ne pouvait ignorer l'appel de son cœur. Elle retourna auprès de Kwame, prenant soin de lui jour après jour, malgré l'opposition de Madame Adjoa. Finalement, Kwame avoua ses torts et implora le pardon de Zara. Il lui promit de changer, jurant de se racheter pour tout le mal qu'il lui avait fait. Avec le temps, Kwame retrouva lentement sa santé. Il retourna auprès de Zara, cette fois avec un cœur véritablement repentant. Ensemble, ils reconstruisirent leur vie, plus fort que jamais. Et tandis que Kwame se remettait, Ama reçut une leçon de vie cruelle, se retrouvant elle-même abandonnée et sans soutien, réalisant trop tard qu'elle avait tout perdu. La vie, avec ses hauts et ses bas, avait finalement réuni Kwame et Zara. Ils avaient appris, à travers la douleur et les épreuves, que l'amour véritable nécessitait le pardon, la compréhension, et une volonté constante de faire face aux difficultés ensemble. Ainsi, le couple, ayant traversé tant de tourments, se redécouvrit, prêt à affronter l'avenir avec une foi renouvelée et un amour plus profond que jamais.